As-tu déjà remarqué ce paradoxe troublant qui traverse la vie de tant de personnes sans jamais être nommé clairement? Plus l'argent entre, plus la sensation de liberté semble s'éloigner, comme si chaque euro gagné ajoutait un fil invisible autour de tes poignets. Au commencement, tout paraît simple et presque noble. Gagner suffisamment pour vivre dignement, payer ses factures, respirer un peu, ne plus compter chaque fin de mois. Cet objectif est sain, légitime, nécessaire. Puis les revenus augmentent, lentement ou parfois plus vite que prévu, et avec eux apparaît une idée discrète mais puissante, celle que tu mérites davantage, que ce nouveau niveau d'effort appelle une récompense visible, tangible, immédiate. Une voiture plus récente parce qu'elle est plus sûre, une maison plus grande parce que tu as travaillé dur, un confort supérieur parce que tu as enfin dépassé un cap. Rien de tout cela ne semble excessif pris séparément, et c'est précisément là que réside le piège. Très peu de gens comprennent que chaque amélioration du style de vie, aussi raisonnable soit-elle en apparence, réduit subtilement l'espace de liberté disponible. Ce n'est jamais brutal, jamais violent, c'est progressif, presque élégant. C'est comme si tu embellissais une cage jour après jour en changeant la couleur des barreaux, en ajoutant des coussins, en rendant l'intérieur agréable, pendant que la porte, elle, devient plus lourde, plus épaisse, jusqu'au moment où tu réalises que sortir demanderait un effort immense, peut-être trop grand pour être tenté. J'ai rencontré énormément de personnes enfermées dans ce schéma. Elles ne sont ni paresseuses ni dépourvues d'ambition, bien au contraire. Elles travaillent dur, elles réfléchissent, elles optimisent, elles progressent. Leurs revenus augmentent réellement année après année, et pourtant, un phénomène étrange se produit. Leur vie ne devient pas plus légère, elle devient plus dense, plus chargée, plus lourde de responsabilités, plus lourde d'obligations, plus lourde d'une peur constante et silencieuse, celle de perdre ce qu'elles viennent tout juste d'obtenir. Cette peur ne crie pas, elle murmure, mais elle influence chaque décision. Et c'est là que j'ai compris une vérité simple mais difficile à accepter. Tout ce qui te fait te sentir bien ne t'aide pas forcément à avancer. Certaines choses te donnent du confort, mais t'enlèvent du mouvement, te procurent du plaisir, mais t'installent dans l'immobilité, te rassurent aujourd'hui, tout en te verrouillant demain. Elles te rendent prisonnier d'un piège doux, feutré, presque agréable, un piège tapissé de velours. Ma philosophie a toujours été la suivante. La liberté ne vient pas d'une vie luxueuse, elle vient de la possession de choses qui créent de la liberté. Ce sont les actifs qui libèrent, pas le style de vie. Le style de vie consomme, il demande à être nourri sans cesse, il réclame ton temps, ton énergie, ton attention, tandis que ce qui crée de la liberté travaille pour toi en silence. Beaucoup confondent amélioration et progression. Ils pensent avancer parce que leur vie semble plus belle de l'extérieur, mais à l'intérieur, leur marge de manœuvre se réduit. Chaque nouvelle charge fixe est une promesse silencieuse faite au futur, la promesse de continuer, de maintenir, de ne pas faillir. C'est ainsi que la liberté se perd sans bruit, non pas en un instant, mais à travers une accumulation de décisions raisonnables, défendables, applaudies même par la société. Personne ne t'avertit que si tu continues dans cette direction, tu risques de travailler toute ta vie uniquement pour soutenir le niveau que tu as choisi. La société célèbre les signes visibles de réussite, jamais la retenue discrète, jamais la discipline invisible. J'ai vu des gens doubler leurs revenus et ressentir pourtant plus d'angoisse qu'avant, parce qu'à mesure que le style de vie augmente, les choix diminuent. Tu n'oses plus quitter ton travail, tu n'oses plus essayer quelque chose de nouveau, tu n'oses plus prendre les risques juste au bon moment. Non pas parce que tu manques de talent ou de courage, mais parce que ta vie est devenue trop coûteuse pour tolérer l'erreur. À ce stade, l'argent cesse d'être un outil au service de tes décisions, il devient une contrainte qui les dicte. Il n'élargit plus ton champ des possibles, il le restreint. J'ai moi-même frôlé ce piège à une époque où je croyais devoir atteindre un certain niveau de confort pour prouver que j'avançais réellement. Puis une vérité m'a frappé avec une clarté brutale. Tu ne profites pas de ton style de vie, c'est lui qui te possède. Une dépense de style de vie ne se termine jamais. Tu ne paies pas une fois pour passer à autre chose, tu dois la nourrir encore et encore, chaque mois, chaque année, avec ton temps, ton énergie,
ton stress. Et c'est ainsi que beaucoup confondent richesse et confort, alors que la vraie victoire n'est pas d'avoir plus, mais d'être plus libre. Si chaque euro supplémentaire que tu gagnes se transforme immédiatement en dépenses supplémentaires, tu n'avances pas, tu cours simplement plus vite sur le même tapis roulant. Le style de vie ne te rend pas riche. Il t'habitue à avoir besoin de plus, et plus tu t'habitues, plus tu as peur de perdre, et plus tu as peur de perdre, plus tu deviens prudent, jusqu'à t'éloigner lentement des décisions capables de transformer ta vie. Le piège n'est pas le luxe en lui-même. Le piège, c'est l'ordre. Améliorer ton style de vie avant d'avoir construit des fondations solides. Le succès n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu peux devenir. Et tu ne peux pas devenir libre lorsque tu es enchaîné par des standards de vie que tu as toi-même créés. Principe numéro 2, je le mérite, est le mensonge le plus dangereux. Celui qui ne ressemble pas à un piège, celui qui se présente comme une récompense légitime, presque comme un acte de justice personnelle. Et c'est précisément pour cela qu'il détruit autant de futurs sans jamais être remis en question. Parmi toutes les phrases que j'ai entendues au fil des années, aucune n'est aussi séduisante que celle-ci. Je le mérite, parce qu'elle semble humaine, compréhensible, presque bienveillante. Alors qu'en réalité, elle peut se montrer d'une cruauté extrême envers la personne que tu es en train de devenir. Tu le mérites parce que tu travailles dur. Tu le mérites parce que tu es fatigué. Tu le mérites parce que la pression est forte. Tu le mérites parce que d'autres ont plus que toi. Et à force de répétition, cette phrase devient une autorisation automatique, un passe-droit émotionnel qui court-circuite toute réflexion stratégique. Et précisément parce que cela sonne juste, très peu de gens prennent le temps de la questionner. J'ai vu beaucoup de personnes ne pas s'effondrer à cause de l'échec, mais à cause des récompenses qu'elles se sont accordées trop tôt. Elles ne dépensent pas par manque de contrôle. Elles dépensent parce qu'elles se sentent justifiées, et cette justification est bien plus dangereuse qu'une impulsion. Le vrai problème, c'est que je le mérite, ne vient jamais seul. Il arrive toujours accompagné de juste cette foi, juste cette amélioration, juste cet achat, juste cette exception. Mais la vie ne fonctionne pas sur les exceptions, elle fonctionne sur des habitudes répétées. Tu ne construis pas ton style de vie avec une seule grande décision. Tu le construis avec des centaines de petites décisions, toutes protégées par la même phrase. Je le mérite. J'ai moi-même commis cette erreur. J'ai confondu respect de soi et indulgence envers soi-même. J'ai cru que ne pas me récompenser était une forme de dureté inutile, presque une injustice. Puis j'ai compris quelque chose de fondamental. Le respect de soi ne vient pas de ce que tu dépenses. Il vient de ce que tu es capable de contrôler. Quand tu dis « je le mérite », tu fais quelque chose de très dangereux. Tu confies tes décisions à tes émotions, et les émotions changent chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, alors que la discipline, elle, ne varie pas selon ton humeur ou ton niveau de fatigue. Si tu laisses tes émotions décider de tes dépenses, tes journées les plus épuisantes deviendront aussi les plus coûteuses, et peu à peu, tu bâtiras ta vie autour de tes moments de faiblesse, plutôt qu'autour de ta vision. Le piège du « je le mérite » ne t'encourage pas à penser à long terme. Il te murmure que l'instant présent suffit, qu'il faut être indulgent aujourd'hui, que demain se réglera demain, mais demain arrive rarement de la manière dont on l'imagine. J'ai compris que le succès n'est pas de faire ce qui est facile quand on en a envie, mais de faire ce qui est nécessaire, même quand on n'en a aucune envie. Et c'est précisément ce que le « je le mérite » cherche à t'empêcher de faire. As-tu remarqué que les personnes vraiment libres parlent très rarement de ce qu'elles méritent? Elles parlent de ce qu'elles construisent, parce qu'elles savent qu'une récompense accordée avant la victoire tue lentement la motivation. Se récompenser pour un résultat qui n'existe pas encore, c'est payer pour quelque chose qui n'a pas été créé. C'est avancer la gratification et reculer l'effort. Et la vie ne répond pas à cette logique. Elle ne se soucie pas de ta fatigue. Elle ne réagit qu'à ce que tu fais avec constance. Le sentiment de mérite est un ami agréable, réconfortant, mais il disparaît toujours juste avant que la facture à long terme n'arrive. Tu as le droit de profiter de la vie, bien sûr, mais seulement après avoir construit des fondations solides.
Il existe une différence immense entre je le mérite parce que je suis épuisé et je m'autorise à profiter parce que mon système est suffisamment robuste. La première est une émotion, la seconde est une stratégie. J'ai réalisé que beaucoup de gens ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent d'argent. Ils sont pauvres parce qu'ils versent un salaire beaucoup trop élevé à leurs émotions. Chaque fois que tu prononces cette phrase « je le mérite », arrête-toi un instant et pose-toi une question simple mais puissante. Mérite pourquoi? Pour l'effort ou pour le résultat? Pour aujourd'hui ou pour le futur? Si la récompense que tu t'accordes maintenant affaiblit ton demain, ce n'est pas une récompense, c'est une dette avec un taux d'intérêt invisible mais dévastateur. Et j'ai compris une vérité que peu de gens acceptent. La discipline est la forme la plus élevée d'amour de soi, parce qu'elle protège la personne que tu es en train de devenir, plutôt que de servir uniquement celle que tu es aujourd'hui. Comprendre cela est essentiel, mais ce n'est pas encore suffisant, car même en évitant le piège du « je le mérite », tu peux encore te tromper si tu ne fais pas une distinction claire entre ce qui consomme et ce qui multiplie. Principe numéro 3, le style de vie consomme tandis que les actifs multiplient, et cette distinction, aussi simple soit-elle en apparence, trace la frontière invisible entre une vie qui se contente de survivre et une vie qui s'agrandit avec le temps. La plupart des gens refusent de regarder cette vérité en face, non pas parce qu'elle est complexe, mais parce qu'elle remet en cause des choix qu'ils ont déjà faits. Tout l'argent que tu dépenses n'a pas le même comportement une fois sorti de ton compte. Certaines dépenses s'arrêtent exactement au moment où tu paies. Elles disparaissent, ne laissant derrière elles qu'un souvenir, parfois agréable, parfois banal, mais toujours éphémère. D'autres, en revanche, commencent à travailler pour toi dès l'instant où tu les acquiers. Et cette différence change absolument tout. Le style de vie appartient à la première catégorie. Tu l'achètes pour te sentir mieux maintenant, pour améliorer ton quotidien, pour adoucir ton présent. Mais dès le lendemain, tu dois continuer à payer pour ne te rendre rien de plus que de l'habitude. Et l'habitude finit toujours par devenir invisible, puis insuffisante. J'ai vu des personnes prisonnières de cette boucle sans fin. Elles travaillent pour payer leur vie, puis doivent travailler davantage pour maintenir la même vie, jusqu'à ce que toute leur énergie serve uniquement à préserver le présent, sans rien construire pour l'avenir. Leur quotidien devient un système fermé, un circuit où l'effort nourrit la consommation et la consommation exige encore plus d'efforts. Les actifs fonctionnent à l'opposé. Ils demandent presque toujours des sacrifices au départ et offrent très peu de satisfaction immédiate. Parfois même, ils donnent l'impression que tu prends du retard par rapport aux autres, que tu avances plus lentement, que tu refuses des plaisirs accessibles. Mais un jour, sans bruit, ces actifs commencent à créer de l'élan. Et une fois que l'élan est là, les règles du jeu changent entièrement. J'ai compris que la plus grande différence entre quelqu'un qui vit dans l'anxiété permanente et quelqu'un qui respire la liberté n'est pas le montant qu'il gagne, mais ce que son argent fait pendant qu'il dort. Le style de vie dort avec toi. Les actifs, eux, travaillent pendant que tu dors. Beaucoup de gens pensent qu'ils profitent de la vie, alors qu'en réalité, ils consomment leur propre futur, mois après mois, décision après décision. Chaque dépense de style de vie porte un coût caché que peu de gens mesurent. Elle réduit ta capacité future à choisir. Tu perds la possibilité de changer de direction, d'accepter une période de revenus plus faible pour construire quelque chose de plus grand, de dire non à ce que tu ne veux plus faire. Ce n'est pas une question de faiblesse personnelle, c'est une conséquence mécanique d'une vie devenue trop chère pour être flexible. J'ai compris que souhaiter une vie plus facile n'a jamais libéré personne. Devenir meilleur, en revanche, ouvre des portes. Devenir meilleur ici signifie comprendre comment allouer ton argent de manière intelligente et intentionnelle. Le style de vie n'est pas mauvais en soi, le problème est l'ordre dans lequel tu le construis. Si le style de vie arrive avant les actifs, tu passes ta vie à nourrir le confort d'aujourd'hui. Si les actifs viennent en premier, tu bâtis un système capable de te nourrir pendant des années. J'ai rencontré des personnes qui semblent prospères à première vue, belle maison, belle voiture, une vie admirée de l'extérieur.
Mais quand on gratte la surface, la réalité est bien plus fragile. Elles ne peuvent pas s'arrêter. Pas parce qu'elles refusent le repos, mais parce que si elles s'arrêtent, tout s'effondre rapidement. Ce n'est pas le succès, c'est une représentation coûteuse payée chaque mois. Les actifs sont différents. Ils n'exigent pas ta présence constante pour exister. Ils ne demandent pas que tu prouves quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils exigent seulement que tu sois patient suffisamment longtemps pour les laisser croître. J'ai appris que tout ce qui ne se multiplie pas finit par te drainer. Ton énergie, ton temps, ta concentration, ta passion. Si tout ce que tu construis consomme sans jamais produire, tu n'es pas en train d'avancer, tu t'épuises lentement. À ce stade, la question devient inévitable. Tes décisions financières récentes nourrissent-elles uniquement le confort présent ou élargissent-elles réellement tes possibilités futures? Chaque euro n'est pas égal. Certains disparaissent aussitôt dépensés, d'autres restent, s'installent et attirent leurs semblables. La différence entre ces deux comportements détermine si ta vie devra toujours courir pour rester à flot ou si elle pourra un jour choisir son propre rythme. Principe numéro 4, la véritable richesse commence par le renforcement des fondations. Et c'est sans doute l'un des concepts les plus mal compris parce qu'il va à l'encontre de l'instinct naturel et de la pression sociale. J'ai observé pendant des années la même confusion se répéter encore et encore. Dès que les revenus augmentent, beaucoup pensent qu'il est logique, presque obligatoire, d'améliorer immédiatement leur style de vie. Comme si chaque palier franchi devait automatiquement se traduire par un confort visible, par une preuve extérieure que l'on progresse. Pourtant, ceux qui comprennent réellement la liberté font exactement l'inverse. Ils utilisent cette progression non pas pour embellir la façade, mais pour consolider la structure. Ils savent que ce qui est visible compte peu face à ce qui soutient l'ensemble. Tu peux bâtir une maison magnifique, ajouter étage après étage, multiplier les décorations. Mais si les fondations sont fragiles, chaque amélioration accélère l'effondrement. La vie fonctionne selon la même logique implacable. Les personnes véritablement riches ne se demandent pas qu'est-ce que je peux m'offrir ensuite. Elles se demandent quel système me permettra de ne plus m'inquiéter pour l'argent demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Elles investissent d'abord dans ce qui crée de la valeur durable, le savoir, les compétences. Les systèmes, les structures capables de produire sans exiger une présence constante. Elles cherchent à bâtir des mécanismes qui fonctionnent, même lorsqu'elles s'éloignent, même lorsqu'elles ralentissent. Ce choix est rarement spectaculaire. Il impressionne peu. Personne n'applaudit quand tu refuses une amélioration de confort pour renforcer tes fondations. Personne ne te félicite quand tu décides de ralentir alors que tu pourrais accélérer. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que la liberté se forge. Le confort a un effet insidieux. Il ralentit la croissance, non pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il arrive trop tôt. Les personnes qui réussissent sur le long terme comprennent que choisir ce qui est difficile aujourd'hui permet d'éviter que la vie ne t'impose plus tard des leçons bien plus douloureuses. Faire ce qui est dur tant que c'est encore possible est une stratégie, pas une punition. Le confort précoce agit comme un anesthésiant. Il endort l'urgence de construire. Il repousse les décisions importantes. Il donne l'illusion que tout va bien, alors que les fondations restent incomplètes. Si tu choisis le confort avant d'avoir terminé de renforcer ce qui te soutient, c'est comme poser des meubles lourds sur un sol dont le ciment n'est pas encore sec. C'est agréable à court terme, mais incapable de supporter le poids du temps. J'ai compris que chaque décision financière est soit un renforcement, soit un affaiblissement, même si cela ne se voit pas immédiatement. La question essentielle n'est pas de savoir si un choix rend la vie plus facile aujourd'hui, mais s'il te rend plus fort demain. Il existe une différence immense entre soulager le présent et préparer l'avenir. Le premier apporte du confort instantané, le second crée de la liberté durable. Et si tu ne résistes pas volontairement au confort, la vie s'en chargera pour toi, souvent de manière beaucoup plus brutale. Beaucoup pensent que la stabilité précède la construction, alors que la réalité est inverse. La stabilité est le résultat de fondations solides, jamais leur point de départ. Renforcer les fondations signifie accepter de ne pas tout montrer,
de ne pas tout consommer, de ne pas transformer chaque progrès en dépense visible. Cela signifie privilégier ce qui est discret, lent, parfois ingrat, mais profondément puissant. Les fondations ne se voient pas, mais elles déterminent tout ce qui peut être bâti au-dessus. J'ai vu des personnes accumuler des signes extérieurs de réussite tout en vivant dans une tension permanente, parce qu'en dessous, rien n'était réellement sécurisé. À l'inverse, j'ai rencontré des personnes dont la vie semblait simple, presque ordinaire, mais dont la tranquillité était inébranlable parce qu'elles savaient que leur base était solide. La vraie richesse ne se reconnaît pas à ce que l'on affiche, mais à ce que l'on peut supporter sans s'effondrer. Plus tes fondations sont fortes, plus tu peux encaisser les imprévus, ralentir quand tu en as besoin, changer de direction sans panique. C'est là que la liberté commence réellement. Elle ne naît pas quand tu ajoutes du confort, elle naît quand tu réduis la fragilité. Chaque euro utilisé pour renforcer tes bases est un euro qui te rachète du temps, de l'espace et de la sérénité. Chaque euro dépensé trop tôt dans le confort est un poids supplémentaire que tu devras porter plus tard. La question à te poser n'est donc pas « est-ce que je peux me le permettre ?» mais est-ce que cela renforce ou affaiblit ce qui me soutient? Tant que cette distinction n'est pas claire, le progrès apparent peut masquer une vulnérabilité profonde. Ceux qui comprennent cela choisissent la lenteur stratégique plutôt que la vitesse aveugle, la solidité plutôt que l'apparence, la liberté future plutôt que l'approbation immédiate. Et c'est précisément ce choix, invisible pour la majorité, qui crée une richesse que rien ne peut facilement ébranler. Principe numéro 5, le style de vie crée une pression invisible. Une pression qui ne se manifeste pas par des ordres clairs ou des contraintes explicites, mais par une présence constante, silencieuse, presque rassurante au début, puis progressivement étouffante. Cette pression ne vient pas de l'extérieur. Personne ne t'oblige, personne ne te menace, personne ne te force directement, et c'est précisément pour cela qu'elle est si puissante. Elle naît du niveau de vie auquel tu t'habitues, de ce seuil que tu franchis un jour sans t'en rendre compte et qui, à partir de là, devient la norme que tu dois maintenir coûte que coûte. Tant que tu n'as pas grand-chose, cette pression n'existe pas vraiment. Elle apparaît quand tu t'installes dans un certain confort, quand ton quotidien commence à dépendre d'un flux constant de revenus, quand chaque mois devient une répétition obligatoire du précédent. À ce moment-là, la pression ne te dit pas de travailler plus, elle te murmure autre chose, beaucoup plus subtile. Ne prends pas de risques, ne change rien, ne fais rien qui pourrait fragiliser ce que tu as construit. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes ratent des opportunités majeures, non pas par manque de capacité ou de vision, mais parce que leur vie est devenue trop chère pour être mise en jeu. J'ai rencontré des personnes brillantes, intelligentes, créatives, pleines d'idées et d'ambitions, conscientes de leur potentiel, convaincues qu'elles pourraient faire bien plus. Elles voient les opportunités, elles les comprennent, elles savent exactement ce qu'elles devraient tenter, mais au moment d'agir, quelque chose les retient. Ce n'est pas la peur de l'échec, c'est la peur de perdre la stabilité artificielle qu'elles ont construite. Elles n'osent pas explorer un nouveau chemin, accepter une période de revenus plus faible, repartir de zéro sur un projet plus aligné, parce que chaque facture mensuelle agit comme un rappel brutal que le présent doit être maintenu avant tout. Les factures ne se soucient pas de tes rêves, elles ne négocient pas avec ta vision, elles arrivent régulièrement, implacablement. Et très peu de gens osent dire cette vérité. Un style de vie élevé ne consomme pas seulement de l'argent, il consomme du courage. Plus tu as à perdre, plus tu joues en défense. Tu choisis la sécurité plutôt que la justesse, la familiarité plutôt que le potentiel, le connu plutôt que la croissance. Peu à peu, ta vie se rétrécit, non pas parce que tu es moins capable, mais parce que tu es devenu prisonnier de ce que tu dois protéger. Cette pression ne t'enferme pas d'un coup, elle façonne tes choix lentement, année après année. Tu choisis un travail stable plutôt qu'un travail qui pourrait te faire évoluer. Tu choisis de rester là où tu es plutôt que d'oser devenir autre chose. Tu choisis de ne rien faire parce que ne rien faire semble moins risqué que de bouger. Mais ce choix a un prix, simplement différé. J'ai compris que lorsque tu ne conçois pas activement ta vie,
quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et la pression du style de vie est l'un des architectes les plus dangereux, parce qu'elle te donne l'illusion que tu choisis, alors qu'en réalité, tu réagis. Elle ne t'oblige pas frontalement, elle t'oriente subtilement, jusqu'à ce que certaines options disparaissent complètement de ton horizon. Tu finis par croire que tu n'as jamais voulu autre chose, alors que c'est simplement devenu trop coûteux d'envisager différemment. Le plus insidieux, c'est que cette pression est souvent invisible pour ceux qui la subissent. Ils pensent être raisonnables, prudents, responsables, alors qu'ils sont simplement contraints par une structure qu'ils ont eux-mêmes acceptée sans la questionner. Ils confondent maturité et résignation, stabilité et immobilité. J'ai vu des vies entières s'organiser autour de la protection d'un niveau de confort, au détriment de l'expansion, de la création, de la liberté intérieure. Et pourtant, cette pression n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'un ordre mal choisi, d'un style de vie construit trop tôt, avant que la capacité à encaisser le risque ne soit suffisamment forte. Plus tu construis ton confort avant d'avoir sécurisé ta liberté, plus cette pression gagne en influence. Elle devient une voix permanente dans tes décisions, te rappelant tout ce que tu pourrais perdre, jamais tout ce que tu pourrais gagner. Le courage, lui, a besoin d'espace pour respirer. Il a besoin de marge, de réserve, de flexibilité. Quand ta vie est trop remplie de charges fixes, le courage n'a plus de place. Il est écrasé par la nécessité de maintenir. Comprendre cela change radicalement la manière dont tu regardes tes choix. Chaque amélioration de style de vie n'est plus seulement une récompense, elle devient une responsabilité future. Chaque engagement devient une promesse faite à ton futur toi, celle de continuer encore et encore, même si ton cœur veut autre chose. La pression invisible n'est pas ton ennemi par hasard. Elle est le signal que quelque chose a été construit dans le mauvais ordre. Et tant que cet ordre n'est pas réévalué, elle continuera de guider tes décisions à ta place, lentement, sûrement, jusqu'à ce que le potentiel que tu portais devienne un simple souvenir. Principe numéro 6, les actifs exigent des sacrifices à court terme mais offrent la liberté à long terme. Et cette vérité dérange parce qu'elle ne laisse aucune place à l'illusion ni au raccourci. Beaucoup disent vouloir être libres, mais ce qu'ils désirent réellement, c'est se sentir bien immédiatement. Et ces deux choses avancent rarement dans la même direction. La liberté durable demande presque toujours d'accepter une forme d'inconfort provisoire, une tension volontaire, un décalage assumé avec ce que la majorité choisit. Construire des actifs n'a rien à voir avec l'amélioration du style de vie. Cela ne procure pas de frissons instantanés, cela ne renforce pas ton image sociale, cela ne déclenche pas d'applaudissements. Pendant longtemps, tu as même l'impression d'avancer plus lentement que les autres. Tu refuses ce que beaucoup prennent sans hésiter. Tu conserves ton argent pendant que d'autres le dépensent. Tu acceptes de ressentir un manque aujourd'hui pour t'acheter de l'espace demain. C'est un choix solitaire, souvent silencieux, parfois inconfortable. Je l'ai vécu. Il y a eu des moments où je regardais autour de moi en me demandant si je n'étais pas trop dur avec moi-même, si je ne passais pas à côté de la vie, si ce renoncement temporaire valait vraiment le prix. Puis une clarté s'est imposée. Tu ne rates pas la vie quand tu construis des fondations solides. Tu évites surtout des années de regrets futurs. Le sacrifice à court terme ne signifie pas vivre dans la privation ou la frustration permanente. Il signifie vivre avec intention. Il signifie savoir dire non à ce qui arrive trop tôt, pas à ce qui est mauvais, mais à ce qui n'est pas encore aligné avec ta phase actuelle. Ce pas encore est souvent confondu avec une punition, alors qu'il est en réalité une forme avancée de respect de soi. Beaucoup associent la discipline à la souffrance, à la rigidité, à une vie austère. J'ai appris que la discipline est l'une des formes les plus élevées d'amour de soi, parce qu'elle protège la personne que tu es en train de devenir, plutôt que de satisfaire uniquement celle que tu es aujourd'hui. Regarde deux trajectoires différentes. La première choisit le plaisir immédiat. Sa vie semble confortable, fluide, agréable. Mais année après année, son espace de choix se réduit. Elle doit maintenir, protéger, défendre ce qu'elle a construit trop tôt. La seconde choisit le sacrifice immédiat. Sa vie paraît simple, parfois même modeste. Mais chaque année, sa liberté augmente.
Les options s'élargissent, le stress diminue. La capacité de dire non grandit. La différence entre ces deux trajectoires n'est ni le talent ni la chance. Ce sont les priorités. Nous devons tous supporter l'une de ces deux douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. La discipline est exigeante mais temporaire. Le regret est discret mais persistant. Il s'installe, il dure et il laisse toujours l'impression qu'il est trop tard pour réparer. Construire des actifs est un jeu de patience. Tu plantes des graines dans un sol qui ne donne rien immédiatement. Tu résistes à l'envie de les déterrer chaque jour pour vérifier si quelque chose pousse. Tu arroses, tu entretiens, tu attends, tu fais confiance au processus. Le style de vie, lui, fonctionne sur la gratification instantanée. Tu te sens bien aujourd'hui et demain tu as besoin de ressentir la même chose, puis encore, puis encore. L'un crée de l'élan, l'autre crée une dépendance. Les actifs t'apprennent à différer la récompense, à comprendre que le vrai plaisir n'est pas toujours immédiat, mais profond, durable, silencieux. Ils transforment ton rapport au temps, à l'effort, à la satisfaction. Plus tu avances dans cette voie, plus tu comprends que ce que tu sacrifies aujourd'hui n'est pas la vie, mais une version fragile de celle-ci. Tu échanges des plaisirs précoces contre une tranquillité future. Tu renonces à l'urgence pour gagner la maîtrise. Tu refuses l'excitation superficielle pour construire une stabilité réelle. Ce choix ne fait pas de bruit. Il ne nourrit pas l'ego. Il nourrit la liberté. Et un jour, sans annonce particulière, tu te réveilles avec quelque chose de rare. La capacité de choisir. Choisir ton rythme. Choisir tes projets. Choisir ton environnement. Choisir de dire oui ou non sans que la peur financière ne prenne le contrôle. C'est à ce moment-là que tu comprends que le sacrifice n'était pas une perte, mais un investissement. Que la discipline n'était pas une contrainte, mais une protection. Et que la liberté à long terme ne s'obtient jamais en évitant l'inconfort, mais en le traversant consciemment pendant la phase décisive. Principe numéro 7, le temps est le plus grand des actifs. Celui que tout le monde reçoit au départ, mais que très peu savent préserver assez longtemps pour qu'il devienne une source réelle de liberté. Aucun capital n'est requis pour en disposer, aucune connexion particulière, aucune chance exceptionnelle, et pourtant, il est dilapidé plus vite que tout le reste, souvent sans même être reconnu comme une richesse. Quand tu es jeune, le temps paraît infini, souple, indulge. Il ne presse pas, il ne menace pas. Il te donne l'illusion qu'il y aura toujours un plus tard, toujours une autre occasion, toujours un moment plus approprié pour faire ce qui compte vraiment. Et à cause de cette illusion, beaucoup utilisent leur temps comme une monnaie sans valeur, l'échangeant contre du confort immédiat, des plaisirs temporaires, des améliorations de style de vie qui n'ajoutent rien à leur capacité future de choisir. Ils pensent profiter de la jeunesse, mais en réalité, ils troquent l'actif le plus puissant de leur existence contre des récompenses éphémères qui disparaissent aussitôt consommées. Le temps a une propriété unique que l'argent n'a pas. Il amplifie ce que tu construis. Chaque année que tu investis tôt dans quelque chose qui se multiplie augmente l'effet cumulatif de toutes les années suivantes. À l'inverse, chaque année que tu retardes la construction d'actifs ne te fait pas seulement perdre 12 mois, elle réduit la puissance de tout ce qui aurait pu suivre. À 25 ans, tu peux essayer, échouer, recommencer. À 35 ans, tu commences à calculer. À 45 ans, tu commences à te protéger. Non pas parce que tu es moins capable, mais parce que la vie est devenue plus lourde. Les responsabilités familiales, les engagements financiers, les attentes liées au style de vie s'accumulent et grignotent ton futur. Chaque année passée à nourrir le confort au lieu de bâtir la liberté rigidifie un peu plus ta trajectoire. Le temps fonctionne comme un sol. Quand il est jeune, il est meuble, fertile, prêt à accueillir presque n'importe quelle graine. Les erreurs se corrigent facilement, les changements de direction coûtent peu. Plus le temps passe, plus le sol durcit. Chaque transformation demande alors davantage d'efforts, plus de courage, plus de sacrifices. Ceux qui utilisent leurs premières années pour construire des actifs s'offrent un privilège rare, le droit de ralentir plus tard. Ils n'ont pas besoin de courir, pas besoin de prendre des risques inconsidérés, pas besoin de sacrifier leur santé pour maintenir un niveau de vie devenu trop exigeant. Leur passé travaille pour eux. À l'inverse,
Ceux qui dépensent leur temps dans le confort doivent le racheter plus tard avec du stress, de la pression et une fatigue prolongée. Et contrairement à l'argent, le temps ne se récupère pas. Il ne se refinance pas. Il ne se renégocie pas. Il ne pardonne pas l'ignorance. Chaque décision quotidienne est un vote silencieux pour la personne que tu deviendras. Chaque heure investie dans ce qui multiplie agrandit ton futur. Chaque heure consommée pour soulager le présent le rétrécit. Beaucoup se disent qu'ils deviendront sérieux plus tard, qu'ils construiront quand leur situation sera plus stable, quand ils auront plus de clarté, plus de sécurité. Mais la stabilité n'apparaît jamais avant la construction. Elle est le résultat, jamais le point de départ. Attendre le moment parfait pour utiliser ton temps intelligemment revient à laisser passer la seule période où son effet multiplicateur est le plus puissant. Le succès n'est pas un acte spectaculaire isolé. C'est une accumulation de petites actions cohérentes répétées sur une longue durée. Et cette durée est précisément ce que le temps t'offre au début de ta vie. Si tu passes ces années à nourrir d'abord ton style de vie, il te restera trop peu de temps pour exploiter la force de la constance. Le confort immédiat vole lentement l'avenir parce qu'il détourne le temps de sa fonction la plus précieuse, créer de l'élan. Profiter de la vie est légitime, nécessaire même, mais sacrifier ton temps pour des récompenses qui ne durent pas est l'une des erreurs les plus coûteuses qui soient. Le temps est infiniment plus précieux que l'argent, parce qu'il est le seul actif capable de transformer de petits efforts en résultats démesurés s'il est utilisé tôt et avec intention. La question n'est donc pas de savoir si tu travailles dur, mais si ce vers quoi tu diriges ton temps se multiplie ou se dissout. Chaque choix de style de vie, chaque décision financière, chaque habitude quotidienne façonne la relation que tu construis avec le temps. Soit tu l'utilises pour élargir tes options futures, soit tu le brûles pour apaiser ton présent. Ceux qui comprennent cela tôt n'auront pas besoin de courir plus tard. Ceux qui l'ignorent passeront des années à s'agiter simplement pour rester au même endroit. Si tu ne retiens qu'une seule chose, retiens ceci. Construis d'abord ce qui te libère avant de construire ce qui te lie. Le temps, utilisé consciemment, est le seul actif qui puisse transformer une vie ordinaire en une vie choisie. Principe numéro 8, l'ordre détermine tout, et c'est souvent là que la majorité se trompe sans jamais s'en rendre compte. Le problème n'est pas de vouloir profiter de la vie, ce désir est naturel, humain, légitime. Le véritable problème réside dans le moment où tu choisis de le faire. Beaucoup ne ratent pas leur liberté parce qu'ils choisissent le style de vie. Ils la ratent parce qu'ils le choisissent trop tôt. Ils placent la récompense avant la fondation, le confort avant la solidité, le plaisir présent avant la liberté future. Et ensuite, ils passent le reste de leur vie à défendre ce qu'ils ont construit au lieu d'élargir ce qu'ils pourraient devenir. L'ordre dans lequel tu fais les choses n'est pas un détail, c'est la variable la plus déterminante de ton avenir. Construire les actifs, d'abord, t'achètes quelque chose de précieux, du temps, de l'espace mental, de la flexibilité, la capacité de respirer et de choisir. Construire le style de vie en premier, c'est signer un contrat invisible avec ton futur, un contrat qui dit « j'accepte de gagner à ce niveau pour aussi longtemps qu'il le faudra ». Et très peu de gens lisent ce contrat attentivement avant de l'accepter. Ils pensent améliorer leur vie alors qu'ils en fixent les limites. Construire les actifs d'abord n'a rien de glamour. Cela n'apporte ni reconnaissance immédiate, ni validation sociale. Personne ne t'applaudit quand tu refuses une amélioration de confort pour protéger tes fondations. Personne ne te félicite quand tu avances plus lentement que les autres par choix. Pourtant, j'ai compris quelque chose de fondamental. Les décisions qui ne sont pas applaudies sont souvent celles qui libèrent vraiment. La liberté ne vient pas de l'admiration extérieure, elle vient de ta capacité à ne pas dépendre des attentes des autres pour te sentir sécurité. Le succès n'est pas d'avoir toujours plus, c'est d'avoir besoin de moins pour être bien. Quand tu construis les actifs en premier, tu apprends à vivre avec moins aujourd'hui et en échange, tu gagnes infiniment plus de liberté demain. Tu n'as rien à prouver. Tu ne cours pas après des standards qui ne t'appartiennent pas.
Tu ne dépenses pas pour te convaincre que tu avances, parce que tu sais intérieurement que tu es en train de bâtir quelque chose de solide. Quand le style de vie arrive après, il change complètement de nature. Il n'est plus une charge à maintenir, il devient une conséquence naturelle. Il n'est plus une dépendance, il devient un choix. Tu peux profiter sans être attaché. Tu peux améliorer sans être prisonnier. Tu peux bien vivre sans sacrifier ton futur. C'est la différence fondamentale entre avoir besoin d'un certain style de vie pour te sentir bien et choisir ce style de vie parce que tu le peux. L'un est une dépendance, l'autre est une liberté. J'ai rencontré des personnes qui ont construit le style de vie en premier. Elles sont toujours occupées, toujours stressées, toujours inquiètes qu'un petit changement suffise à tout faire vaciller. Leur énergie est constamment mobilisée pour maintenir, protéger, rassurer. J'ai aussi rencontré des personnes qui ont construit les actifs en premier. Leur vie semble plus simple, parfois même plus discrète. Mais elles possèdent quelque chose de rare, une sérénité profonde dans leurs décisions. Elles ne se demandent plus « puis-je me le permettre ?» Elles se demandent « est-ce que cela correspond à ma direction ?» Et cette question change tout. Elle n'apparaît que lorsque les fondations sont déjà solides. La vie ne récompense pas ceux qui dépensent intelligemment, elle récompense ceux qui priorisent correctement. Tu n'as pas besoin de te priver de tout plaisir. Tu as seulement besoin de les différer suffisamment longtemps pour qu'ils ne te coûtent pas ta liberté. Tu n'as pas besoin de vivre durement pour toujours. Tu as besoin de discipline pendant la phase décisive, et cette phase arrive souvent plus tôt que tu ne le penses. Beaucoup disent qu'ils commenceront à construire leurs actifs quand leur vie sera plus stable, mais la vérité est simple et brutale. La stabilité ne précède jamais la construction. Elle en est la conséquence. Attendre la stabilité avant d'agir revient à attendre que la liberté arrive avant de la bâtir. Chaque choix que tu fais aujourd'hui répond à une seule question, consciemment ou non. Est-ce que je privilégie le confort immédiat ou la liberté future? Il n'existe pas de réponse universelle valable pour tout le monde, mais il existe une règle immuable. Ceux qui paient le prix tôt sortent du jeu plus tôt. Ceux qui comprennent cela n'ont pas besoin de courir plus tard. Ceux qui l'ignorent passeront des années à s'agiter simplement pour rester au même endroit. Le style de vie peut attendre. La liberté, elle, ne le peut pas. Construis d'abord ce qui te libère avant de construire ce qui t'attache. Si tu es réellement sérieux au sujet de ta liberté, alors aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est le moment parfait pour réinitialiser l'ordre et reprendre le contrôle de la trajectoire de ta vie. Principe numéro 9, la clarté intérieure est la vraie boussole, et sans elle, même les meilleurs choix financiers finissent par perdre leur sens. Beaucoup pensent que la liberté se résume à des chiffres, à des revenus, à des comptes qui grossissent, mais la réalité est plus subtile. La liberté commence quand tu sais pourquoi tu construis, pas seulement comment. Sans direction claire, même les actifs peuvent devenir une autre forme de prison, plus sophistiquée, plus acceptable socialement, mais tout aussi contraignante. J'ai compris avec le temps que l'argent amplifie toujours ce que tu es déjà. S'il n'y a pas de vision, il amplifie la confusion. S'il n'y a pas de limite, il amplifie l'avidité. S'il n'y a pas de sens, il amplifie le vide. Beaucoup construisent des systèmes, accumulent des actifs, augmentent leurs revenus, mais se réveillent un jour avec une sensation étrange, celle d'avoir optimisé leur vie sans jamais l'avoir réellement choisie. Ils ont suivi des stratégies efficaces, mais pas une direction personnelle. Ils ont confondu liberté et options infinies, alors que la vraie liberté n'est pas d'avoir toutes les options, mais de savoir lesquelles ignorer. Sans clarté intérieure, tu deviens vulnérable à toutes les opportunités, à toutes les comparaisons, à toutes les promesses. Tu te disperses, tu ajoutes des projets qui ne te ressemblent pas. Tu poursuis des objectifs qui ne te nourrissent pas. Tu accumules des responsabilités qui finissent par te fatiguer autant que l'ancien style de vie que tu voulais fuir. La clarté agit comme un filtre. Elle te permet de dire non sans culpabilité, de ralentir sans peur, de choisir sans te justifier. Elle te protège contre la tentation permanente de faire plus simplement parce que c'est possible. J'ai rencontré des personnes financièrement libres, mais mentalement épuisées,
parce qu'elle n'avait jamais pris le temps de définir ce qu'elle voulait réellement faire de cette liberté. À l'inverse, j'ai vu des personnes avec moins de moyens, mais une clarté profonde, vivre avec une légèreté que beaucoup envient sans la comprendre. La clarté ne tombe pas du ciel. Elle se construit par l'introspection, par l'honnêteté brutale avec soi-même, par la capacité à remettre en question des objectifs hérités des autres. Elle demande de ralentir suffisamment pour entendre ce qui compte vraiment, au-delà du bruit, au-delà des attentes, au-delà des standards imposés. Sans cette étape, tu risques de construire une liberté théorique qui ne sert qu'à remplir ton agenda autrement. La clarté te rappelle que chaque actif doit servir ta vie, et non l'inverse. Elle t'oblige à te demander régulièrement si ce que tu construis élargit ton espace intérieur ou s'il ne fait que complexifier ton existence. Beaucoup craignent cette question parce qu'elle implique parfois de renoncer à des choses qui fonctionnent bien sur le papier, mais pas dans le cœur. Pourtant, c'est précisément ce courage-là qui sépare ceux qui vivent librement de ceux qui gèrent simplement une version plus confortable de la contrainte. La clarté te permet aussi de définir ton propre rythme. Tu n'as plus besoin de courir parce que d'autres courent. Tu n'as plus besoin d'accumuler parce que d'autres accumulent. Tu avances selon ta direction, pas selon la cadence du monde. Cela ne signifie pas faire moins par défaut, mais faire moins avec intention. Chaque décision devient plus simple quand elle est alignée. Chaque renoncement devient plus léger quand il est compris. Chaque effort devient plus supportable quand il sert quelque chose de clair. J'ai appris que la liberté n'est pas un état figé que l'on atteint un jour pour ne plus jamais y penser. C'est une pratique quotidienne. Elle se cultive à travers des choix répétés, souvent discrets, parfois inconfortables, mais toujours cohérents avec une direction intérieure assumée. Sans clarté, même une vie sans contraintes extérieures peut devenir étouffante. Avec clarté, même des contraintes temporaires sont vécues comme des étapes choisies. La dernière illusion à dissiper est celle-ci, croire que la liberté te donnera un sens. En réalité, c'est le sens qui donne de la valeur à la liberté. Si tu comprends cela, alors tout ce que tu construis change de nature. Les actifs ne sont plus une fin, ils deviennent des outils. Le temps n'est plus quelque chose à remplir, il devient quelque chose à honorer. L'argent n'est plus un score, il devient un moyen d'aligner ta vie avec ce qui compte vraiment. Et à ce moment précis, tu sors définitivement de la logique de fuite pour entrer dans une logique de création. Tu ne cherches plus à échapper à une vie trop lourde, tu bâtis une vie suffisamment claire pour ne plus avoir besoin de fuir. C'est là que la liberté cesse d'être un concept abstrait et devient une expérience vécue, calme, stable, profondément enracinée.